Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans Watcher in the Sky, Hélène, Lucas et Arthur ont fait connaissance et se rendent compte que leur recherche les unit et les mène vers le village de Rydal, au nord de l'Angleterre. Nous reprenons alors qu'Arthur vient de percuter des moutons non loin du village. Bonne écoute de Watcher in the Sky, épisode 4. Écoutez, monsieur, je suis vraiment navré, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit au milieu de la route. C'est vrai que je roulais un petit peu vite, mais enfin, en même temps, c'est une route, hein. Vous pensez bien qu'il y a des véhicules qui vont passer. Et, écoutez, peut-être qu'il est pas, peut-être qu'on peut, on peut l'aider. Peut-être que je peux emmener quelque part. Donc, je fais mine de sortir. Tu t'apprêtes à sortir et il y a que sa canne comme ça et il tape sur ta vitre, il fait « Vous avez tué mon mouton ! Vraiment !» Et là, je m'arrête net quand je vous vois faire ce tic. Vous faites quoi, Lucas et... Moi, je pense que je m'appuie sur la banquette arrière comme ça. Il me fait un peu peur avec à taper sur la voiture avec sa canne comme ça. On est finalement un peu pris au piège dans la voiture. Voilà, donc je le regarde. Je regarde ce qui se passe. Moi, je vais sortir. Je vais me diriger donc vers cette personne. Je vais sortir mon portefeuille. Je vais regarder quelques pounds. Je vais dire, écoutez, je crois qu'on peut peut-être s'arranger. C'était qu'un bouton. Il y a pas mort d'homme. Voilà. Et je lui mets un billet de façon peut-être maladroite entre guillemets dans la main. D'accord. Alors tu sentais Arthur et Lucas qui sentent très fort les bêtes. Ils sentent très fort le mouton. Et tu lui mets... donc Arthur, toi tu t'es bloqué. Et Lucas, toi tu lui as mis un billet à la main. Il pèse le nez comme ça, comme si tu sentais très très mauvais. Il se recule de toi et fait... C'est ça, les gens de la ville. Ils croient qu'ils peuvent vous acheter comme ça un mouton. C'est ma bête, j'ai élevé. Vous voyez que ça va. Et puis il jette ton billet par terre et il fait... Mon mouton. Et puis il se dirige vers son mouton. Enfin, vers Hélène. Je suis vraiment choqué. Je lui dis, mais espèce de tic là qu'il a, c'est mon ami là qui est Abraham, la démence sénile, qui fait exactement pareil. C'est pas normal, c'est pas possible. C'est pas une coïncidence. Et j'imite un peu là. Et il vient de cette région-là, votre ami? Probablement pas. Et il est pas venu pour une raison X ou Y. Tout blanc. Et je regarde cet homme à travers la vitre. Je crois que le mieux à faire, c'est de s'excuser et de continuer la route. Pour l'instant, il y a des moutons sur la route et il y a le pauvre berger qui est allé voir son mouton. Lucas, qu'est-ce que tu faisais toi pendant ce temps-là? Écoute, je vais ramasser le billet, quand même. Et je vais me diriger justement vers l'animal, voir si vraiment il est mort ou où il fait juste un cinéma inconcevable par rapport à une bête, quoi. C'est un mouton, quoi. Bah, t'es pas compétent en biologie, mais t'as pas vu tous les 4 matins des moutons, à part dans ton assiette. Et ça te semble bizarre. Peut-être que c'est un mouton écossais. Il te semble un peu étrange. Mais il semble mort, par contre. Étrange dans quel sens? Il y a 5 pattes. Je regarde un petit peu la tête du bouton. Est-ce qu'il y a un œil qui est déformé? Est-ce qu'il y a quelque chose... Bah, déjà, ce qui semble étrange, c'est que il a une plaie ouverte, quoi. Il y a du sang qui coule, mais ce sang, il est noir. Alors, je fais un geste de la main. Mademoiselle Howell, venez voir. C'est assez surprenant. Ça. Ce liquide noirâtre qui sort de la bête, là, c'est... Je sors tout de suite de la voiture et je dis un liquide noirâtre, mais j'en ai vu aussi un sortir comme ça sans faire attention à qui était autour. Il sort du cerveau de la boîte crânienne du corvidé que j'ai disséqué. Et il y avait également une substance noirâtre. Faites-moi voir. Et je regarde comme ça. Ne touchez pas mon mouton! Si vous voulez mon mouton, faut me l'acheter! Écoutez, je vous propose de vous l'acheter, le mouton, mais vous avez fortement décliné mon offre.
Alors vous sentez très mauvais, monsieur. Oui, mais je pense que l'argent n'a pas d'odeur. Hélas, vous en avez une. Pas la bonne odeur de chez nous. Et il prend ton billet comme... Voilà, donc l'affaire est conclue. Je vous le laisse. Allez, venez-vous avec moi. Et puis il commence à taper son bâton par terre pour ses moutons. Et alors que vous le voyez repartir, il a encore ce tic où il tourne la tête brusquement sur la gauche en aspirant de l'air. Et vous êtes avec la voiture qui, heureusement, étant donné le poids du véhicule, du métal, et le mouton n'a pas tenu le choc, mais n'a pas abîmé le véhicule. Les moutons qui passent devant nous, ils bêlent de manière tout à fait normale, ils se déplacent de manière normale, il n'y a rien de... Tu connais pas plus que ça les moutons. Oui, pour toi, c'est un troupeau de moutons. Ils vont assez vite. D'ailleurs, en fait, t'es plus inquiet par le comportement du berger. Et toi, Hélène, en voyant le mouton, avant même de le disséquer ou quoi que ce soit, tu t'aperçois qu'il n'est pas comme il devrait être, quoi. Il y a peut-être une patte qui est bizarre parce que t'avais pas remarqué ça au premier abord, Lucas, puisque elle entreprend de retourner, de regarder un peu plus précisément, et la patte sur laquelle il s'est effondré en fait, et ben elle finit pas par un sabot mais par une griffe. Et tu t'aperçois que les yeux du mouton, c'est clairement des yeux aviares. Et tu reconnais cette matière noire que tu avais vue dans le spécimen que tu avais ramené au théâtre anatomique. Je leur montre, je leur partage. Je dis, regardez là, cette patte à la fin, au lieu d'avoir un sabot, on a une sorte de griffe et ces yeux là, ce ne sont pas des yeux normaux de mouton et je crois que je mets mon doigt dans la matière noire et puis je fais comme ça entre mes doigts, je teste comme ça et je sens. Alors le liquide suinte, il est un peu, huileux, mais surtout, il a une certaine densité et il pue la moisissure. C'est très fort. Tu le amènes à ton nez et très très rapidement tu dégages ta main. C'est puissant l'odeur que ça dégage. Constatant l'état du mouton, les faits sur lesquels vous êtes en train de travailler, le tic du berger qui a peut-être un peu fait chambouler Arthur, je crois qu'un test d'équilibre mental serait bienvenu. Moi, quand j'ai vu la griffe au bout de la patte, je me suis signé. Là, ça commence vraiment à être une abomination. Je leur dis également, mais c'est vraiment étrange parce que on dirait que ou alors peut-être ce mouton était déjà malade. Ah, mais un mouton avec une griffe et des yeux de poulet, c'est pas une maladie. Hein, En tout cas, il sentait le moisi, enfin comme si il a une sorte de nécrose déjà. Enfin, je comprends pas. Mademoiselle Wells, vous pensez pouvoir continuer l'investigation du mouton ou dans le mouton peut-être? Vous avez parlé tout à l'heure que l'intérieur du corps vidé était un petit peu, comment dire, pas forcément, si je peux m'exprimer, catholique. M'excuserez, Arthur, pour ce terme. En revanche, les amis, si vous voulez, et bien que c'est pas de gaieté de cœur, mais si vous voulez, on peut mettre le mouton dans le coffre. On va pas rester ici. Proposer de vous rejoindre des terres plus civilisées. Je vous rappelle qu'il pleut, sans discontinuer, qu'il fait froid. Il y a une certaine pénombre puisque vous avez mis un certain temps à arriver en haut, puis le soleil n'est pas très haut. Et t'as pas spécialement pris de matériel de dissection, de choses comme ça. Hein, donc, Celui de l'université en fait. Donc à moins d'avoir un couteau, mais bon comme ça là. Et surtout, Lucas, je vous ai pas dit, mais ce tic affreux qu'avait ce berger, Eric, mon ami, qui est souffrant, il a rigoureusement le même, ce qui me fait penser que ça peut être une sorte d'affection, qui pourrait toucher les humains. Donc,
et là je regarde Hélène et son doigt. J'ai fait peut-être que faut être prudent dans les manipulations. Peut-être que c'est cette roche, là, ce graphite qui tombe dans des sources, dans l'eau, qui viendrait contaminer et polluer les sources, les animaux aux alentours. Quoi qu'il en soit, nous sommes au milieu de la route, il fait nuit quasiment. Oui, reprenons chemin. Je tâcherai de faire plus attention aux troupeaux errants. Donc en fait, vraisemblablement, il est que 15 heures. Mais comme il pleut, que les nuages sont noirs, que vous êtes en hiver, qu'on est pas loin de l'Écosse, il fait, oui, il y a une certaine noirceur dans le ciel qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. On pourrait croire peut-être que c'est le soir, mais ce ne l'est pas encore. Et vous vous dirigez, vous reprenez la route, donc abandonnant là, peut-être dans le fossé, le cadavre du mouton. Et vous arrivez à Bridle. C'est un village délabré. Les bâtiments sont de chaux gris sale. On y trouve une auberge, une église et quelques maisons éparses. L'auberge du village s'appelle The Green Man. Vous voyez une pancarte décolorée à l'extérieur qui indique son nom. C'est le seul lieu d'accueil pour les passagers et pour les voyageurs éventuels. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Est-ce que The Green Man, ça me dit quelque chose ou pas? C'est une légende qui est connue ou... Pas du tout. Non. Oui, on va se mettre à l'abri dans l'auberge. Vous garez ta voiture, Arthur. La seule voiture du village. Tu vois bien des charrettes par-ci par-là, mais tu vois pas de chevaux qui doivent être rentrés. Et vous approchez de la taverne, de l'auberge. Où vraisemblablement vous pourrez trouver des chambres, puisque c'est marqué que c'était une auberge. Et vous pénétrez à l'intérieur, elle est sombre. Et il y a peut-être 1-2 clients qui sont retranchés dans les coins, à peine visibles. Il y a derrière le bar le tenancier qui vous regarde alors que vous rentrez dans son établissement. Qu'est-ce que vous voulez? Auriez-vous 3 chambres pour ce soir? Je m'adressais surtout à la demoiselle. Ah, donc vous vendez que des chambres que pour les demoiselles, c'est bien cela. Il te regarde de haut en bas avec un mépris certain. Il s'avère que tu as une tenue costume 3 pièces, accompagné d'Arthur qui a, malgré son habit de séminariste, une attitude, un port qui fait qu'il fait preuve d'une certaine éducation. Et seule la jeune étudiante dénote un peu dans votre équipage hétéroclite. Et il ne vous adresse pas du tout la parole, le tenancier. Il se tourne vers Hélène. Alors, mademoiselle, c'est pour manger, pour dormir. Les deux, si possible, un dîner, puis 3 chambres, s'il vous plaît. Ah, vous êtes avec ces messieurs. Eh oui, il m'accompagne, oui. Bien. Ça fera 6 shillings pour la chambre, 6 pence pour la bière. Par personne, il va de soi. Ça me semble cher ou c'est... Non, pas spécialement. Pour toi, c'est pas rien, mais c'est pas spécialement cher. Je vous amènerai votre bière à la table, puis t'indiques une table où tu peux aller t'asseoir. Très bien, merci. J'y vais. Je suis Hélène. Pareil, et au moment où je me dirige vers la table, je regarde un petit peu les 2 acolytes que tu as mentionnés au début, savoir s'ils ont les mêmes tics que le fameux berger qu'on a croisé sur la route. Pour l'instant, en fait, t'as cru qu'il y en avait 2, mais il n'y en a qu'un. L'autre, c'est une ombre qui joue. Il y a
un monsieur, un homme, près de, non loin de la cheminée. Il regarde fixement son verre sur ta table. L'air, les yeux dans le vague. L'aubergiste arrive et dépose ta bière devant toi, Hélène. Moi, c'est Dan. J'espère que vous passerez un bon séjour. Messieurs, vos boissons sont au bar. Vous pouvez les chercher. Et puis il retourne au bar. Charmant. La fameuse hospitalité du Nord. Donc vous allez chercher vos verres et vos pintes et les ramener à table, je suppose. J'espère juste que les chambres ne sont pas à l'image du tavernier. Autrement, nous allons passer une excellente nuit. Le verre de l'autre client, il est plein ou il est vide? Tu vois un glaçon qui fond lentement dedans, mais il est vide. Un glaçon dans la bière. C'est un verre à whisky, clairement. Il a l'air d'avoir un petit peu de temps à tuer. Donc je vais aller au bar et je vais demander la même chose pour qu'il ait déjà bu auparavant. D'accord. Donc Lucas, toi tu vas te diriger au bar, offrir un whisky au dernier client. Que font les autres? Mais je comptais également entreprendre une discussion avec cet homme parce que je me dis on va voir est-ce que lui aussi il a des... Est-ce qu'il va nous parler à nous trois ou est-ce qu'il va avoir des a priori en fonction de notre rang dans la société. Donc voilà, je vois le professeur qui va chercher un verre, donc je l'attends et quand il s'approchera de la table de ce vieil homme, je me lèverai pour être à ses côtés. D'accord. Arthur? Moi, je vais aller porter les affaires dans ma chambre. Faudrait voir à quoi elles ressemblent et puis voilà, faire un petit tour de l'auberge. Alors tu vas offrir un whisky à Derek, le dernier client, et quand tu le demandes un whisky à Dunn pour le dernier client, il fait ah, je pensais que vous étiez un de ces bourgs chics. Vous n'êtes pas si mal finalement. Puis il te tend le whisky. Très content de pouvoir remonter dans votre estime. Ouais, n'allez pas si vite en besogne, mon ami. Doucement, nous verrons. Et puis tu amènes le whisky au dernier client et pendant ce temps-là, toi, Hélène, tu te rapproches pour accompagner Lucas. Et il est près du feu et tu lui offres son whisky, tu le poses et il a l'air complètement perdu en fait dans ses pensées. Et tu sens que tu vas devoir être patient, vraiment patient, parce que pendant les 10 premières minutes, il n'a rien dit. Juste au bout d'un moment, réalisant que son verre était rempli, a levé les yeux vers toi. Merci. Et il a regardé le whisky, il a commencé à en prendre une gorgée et il a reposé. Toujours dans ses pensées en fait. Je me présente. Professeur Lucas Wright. J'essaie de voir s'il y a un écho par rapport à ce que je lui dis. Il t'entend vraisemblablement. Moi, c'est Derek Rawlings. Monsieur Rawlings, je vous présente également Mademoiselle Howell. Moi, c'est Derek Rawlings. Et puis, il prend une autre gorgée. Vous voulez peut-être vous asseoir? Oui. Avec plaisir, Monsieur Rawlings. Il fait chaud. Il fait plus chaud que dehors, hein. Puis il regarde le feu. Vous habitez ici? Il semble réfléchir longtemps à ta question. Non. Ici, c'est l'auberge.
Dans cette ville. Puis il reprend une gorgée. Et il laisse bien passer une bonne minute. Ici, c'est un village, mademoiselle. Et il fait froid, hein. Ça vous a un peu... Hein? Bah, je comprends. Et vous pouvez rester à côté de lui et pour essayer de parler un petit peu, pour essayer de lui d'en apprendre un petit peu, ou vous pouvez renoncer, votre patience étant trop limitée. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire. Ouais, clairement, moi, ça va pas le faire. Donc en fait, je lui dis, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Et puis en fait, je me lève et je vais plutôt aller voir le tenancier. Et tu te lèves et donc tu as souhaité une bonne journée, tu t'es levé, tu es allé voir le tenancier et alors que tu arrives près du bar, tu entends après-midi. Et puis il reprend un verre. Lucas, toi tu décides de rester avec lui, de profiter de la chaleur du feu ou... Alors moi, je vais prolonger l'hospitalité à cette table. Pour voir si je peux soutirer quelques informations à cette brave personne. D'accord. Et quitte à compulser tes ouvrages que tu as amenés avec toi, si tu dois... Exactement, oui. Mais j'essaye quand même de lui glisser peut-être 2-3 mots au fur et à mesure en disant histoire locale, légende, voilà, des choses comme ça. que tu lis, puis tu parles tout en lisant, et puis lui il te répond comme deux personnes âgées comme ça qui se font la conversation. J'ai tout à fait l'image en tête. Pendant ce temps-là, Arthur, tu es allé voir les chambres qui sont petites, humides. Ouais, ça sent le renfermé du vieux bois dans une région où il pleut souvent. Petite fenêtre, pas très bien éclairée, une lampe à pétrole. Il n'y a pas d'électricité dans le village. Et tu as une bassine avec un broc d'eau pour faire ta toilette. Tu n'oses penser que tu as un pot de chambre en dessous le lit. Et voilà. Et tu sens qu'à un endroit de la pièce, il fait un peu plus chaud sur le mur, sans doute parce que le conduit de cheminée passe non loin. Tu as posé tes affaires et tu as aperçu, en regardant par la fenêtre, un homme marcher entouré de moutons et pris d'un tic que tu reconnais que trop bien et ça ne te donne pas forcément envie de rester plus longtemps que cela devant la fenêtre. Je regarde, est-ce qu'il y a des oiseaux? Ah oui. Il y a des oiseaux, mais c'est pas comme à Bridgester, ils sont pas tout autour de vous en train de vous regarder nicher dans un arbre. Ils sont comme dans un village normal. Mais peut-être ils sont tous dans le village. Je deviens paranoïaque. Je me redirige vers la salle commune et voilà. Tu es arrivé près de Don Hélène. Et je sais pas comment tu comptes converser avec lui. Et toi, Arthur, quand tu vas descendre, tu vas descendre au même moment qu'un homme va rentrer dans l'auberge. Et cet homme, il va s'asseoir à une table. À un moment, Don s'absentera pour quoi, lui amènera directement une bière, mais sans qu'il dise un mot en fait, comme s'il avait ses habitudes. Et tu remarqueras que c'est un pasteur. Après 1 heure environ, Lucas, de phrases courtes échangées avec Derek Rawlings, tu apprends, il te confie à mi-voix que il te demande si tu dors bien. Parce que moi, souvent la nuit, je suis réveillé. Je dors pas trop bien, j'espère que le sommeil est lourd, hein, parce que pleine nuit, il y a un chant comme ça qui me réveille. Des fois, je me demande si je deviens pas un peu fou. Et c'est là qu'il regarde son whisky qui
qui est à moitié vide. Il prend la dernière lampée, il le regarde tout triste et il te regarde à nouveau. Je vais me retourner vers le barman, en tout cas le tenancier, et avec un petit geste de la main. Et est-ce qu'on pourrait avoir la même chose deux? Il lui offre un nouveau whisky et avec ce nouveau whisky, il t'explique que un peu des histoires locales, mais il parle pas fort en fait. Deuxième whisky l'aide à parler un peu plus, mais c'est le troisième seulement qui le fait devenir un peu plus loquace. Et il te raconte l'histoire du village. Alors t'apprends pas grand chose, si ce n'est le nom de tous ses aïeux et ses aïeuls, et puis la petite Germaine qui l'aurait bien, mais enfin bon, elle voulait pas et tout ça, elle aurait parti dans le village d'à côté. Et au bout d'un moment, il t'explique que il y a une jeune femme dans le village qui s'est suicidée au XVIIIe siècle. Alors il est un peu ivre à ce moment-là, au moment où il te raconte ce truc-là, et exactement la même chose est arrivée à la femme du père Vincent. Et il te montre l'homme, le pasteur, qui est assis dans la pièce. C'est suicidé il y a... Elle se serait coupé les poignets dans les bois voisins. Mais je vous ai rien dit. Ça reste entre vous et moi. Et je vais clinquer les 2 verres de whisky. Ok. Il te fait un clin d'œil qui rate, il te fait avec les 2 yeux. Et tu le vois, il commence à être un peu éméché. Hélène, toi, tu discutes avec Dunn et d'abord, il te dit au début, Mademoiselle, vous traînez avec des gens un peu snobinards. Hein. Les gens, ils sont pas comme nous, ils nous comprennent pas. Vous au moins, vous savez qui on est, nous. On est des gens simples, après tout. Hein. On fait pas grand chose, mais on veut de mal à personne. Hein. C'est pas comme tous ces... Bah, remarquez, il a quand même offert un whisky, ce bon vieux... Oui, et puis ils ont accepté de m'accompagner, même si nous ne sommes pas du même milieu. Je suis étudiante. Ouais, mais vous êtes une jolie jeune femme. Vous êtes une jolie jeune femme. Évidemment qu'ils apprécient de vous accompagner. Les vieux riches, c'est des viceleurs. Mais bon. Déjà, c'est bien qu'il s'occupe de ce petit Derek là, parce que il est un peu sénile. À maman, il viendra sans doute vous voir, je vous préviens. Mais il viendra vous voir et il vous accusera d'avoir volé son rasoir. Mais en fait, non. C'est son grand-père qui lui a donné, il n'est pas content, il a juste perdu, hein. C'est pas contre vous, je vous préviens, parce qu'il peut être un peu, des fois, voilà. Faut pas que vous le preniez pour vous, en tout cas. Et sinon aussi, le père, là, le père Vincent, il est très gentil, mais faut pas l'énerver, hein. Vous me le laissez tranquille, hein, faut pas l'embêter, il a assez de problèmes, voilà. Laissez-le tranquille. Sinon, je vais vous dire autre chose. Vous voyez l'église du village, là, si ça vous intéresse un peu, c'est cocasse, c'est folklorique, si vous voulez. Ici, vous regarderez les pierres tombales. 1697. C'est tout ce que je vous dis. 1697, regardez. Que des jeunes femmes. J'ai rien dit. N'en parlez pas au père, hein. Ça peut le fâcher. Que des jeunes... Il y a une maladie ici, cette année-là? Bah non, regardez-moi. Et, effectivement, il est quand même assez imposant. Le bon vieux Dunn, il a un embonpoint qui fait que tu te demandes comment il arrive à passer derrière son comptoir. D'ailleurs, à chaque fois, en fait, il frotte sa chemise sur le bois.
On est en très bonne santé ici, tout le monde va très bien, voyons. Vous n'êtes pas une jeune femme, jusqu'à preuve du contraire. Allez, celle-là, elle est pour moi, vous m'avez fait rire. Et il te resserre une pinte que tu n'avais pas demandé. Et continue à te faire un petit peu la conversation comme ça. Pendant ce temps-là, tu as vu, en fait, plusieurs fois, il t'a mentionné le père Vincent qui était dans un coin à l'autre bout de la pièce avec lequel est Arthur. Et Arthur, lui, de son côté, donc t'es arrivé avec lui et tu as commencé à parler un peu d'occulte, c'est ça? Tu me disais de choses comme ça. Et en fait, lui, tout de suite, il recentre le débat sur la théologie. En fait, il remet Dieu dans le débat. Alors, tu as fait des... Donc tu peux... Je sais pas comment tu te présentes d'ailleurs à lui. Ouais, je me présente comme en fin de séminaire. Ah, très bien. Donc, vous avez dû sans doute... Alors, il est très amical. Hein, ça me fait plaisir de parler à un futur collègue. Vraiment, il y a peu de visiteurs dans ce village. Alors, des hommes de foi, encore moins. Mais alors, il commence à discuter de points théologiques un peu spécieux avec toi, des points délicats sur lesquels t'as l'impression qu'il essaie de te coincer comme un de tes professeurs, et il commence à te dire et d'ailleurs la Bible dit très bien les humains, et ils sont distingués par rapport aux animaux qui sont des êtres non pensants, qui ne sont pas qui n'ont pas d'âme en fait, qui n'ont pas cette le Saint-Esprit qui les a touchés, voyez-vous, et d'ailleurs, au sujet des animaux, j'en ai la preuve régulièrement. Nous sommes dans ce petit village, voyez-vous, il y a des oiseaux locaux, et je me demande s'ils sont vraiment bien naturels. Regardez vous-même. Et il te montre à travers la fenêtre, et tu vois à travers 2 corbeaux. Ça semble être vraiment des corbeaux, hein, pour le coup, qui sont tous les 2 par terre dans la petite rue boueuse de terre. Regardez, ils remettent ça. Regardez leur comportement. On comprend mieux pourquoi Dieu les a laissés de côté. Et tu vois ces corbeaux qui commencent à s'écharper, en fait. Ils commencent à se battre, ils s'agitent, les plumes volent, ils s'agrippent avec leurs serres, leurs griffes, et il y en a un qui prend le dessus, qui commence à mettre l'autre à terre, et d'un seul coup, avec son bec, il commence à lui planter dans le poitrail, en fait, et il y a du sang qui gicle, et il commence à plusieurs fois, et il tire, et tu vois les viscères du corbeau qui sortent, qui sont dans son bec. Il vient on va pas dire assassiner, mais de mettre à mort un de ses congénères, et il s'acharne dessus avec une férocité presque humaine. Ah, voyez-vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Voilà. Hein, Dieu, là-dedans. Déjà, en fait, quand je vois la scène, je suis un peu perplexe, et j'essaie de comprendre si c'est des corbeaux naturels ou si c'est encore des espèces d'animaux chimériques, quoi, qu'on m'a décrit, que moi j'ai pas encore vu réellement. Mais là, ce que tu disais, c'est que a priori c'est des corbeaux qui sont des corbeaux, c'est des simples corbeaux. Il y a pas de, je vois rien de bizarre. Il y a pas de liquide noir. En fait, il fait presque nuit, il fait sombre, tu vois rien de particulièrement bizarre. Même le sang que tu vois, tu sais pas si c'est rouge ou si c'est noir, mais tu vois quand même il est très féroce, très animé, quoi. C'est très surprenant de la part de Caen. Du coup, en fait, je pense que je mets un petit peu de temps avant de répondre, parce que je regarde la scène et j'essaie de comprendre un peu ce qui se passe et de voir si Et à un moment, je me rends compte que j'ai pas répondu. Et je dis oui, pardon, effectivement, c'est très 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 étrange. Mais pour en venir aux corbeaux ou aux animaux, ma foi, ils ont dans la Bible des rôles tout à fait symboliques. Bon, je pense qu'ils ont leur place également dans la création. Oui, alors on partait dans un débat théologique, et il t'explique que clairement c'est quelqu'un qui connaît ce dont il parle. Hein. Il connaît très bien la Bible, sans doute mieux que toi. Il sait sortir des passages, et tu finis par te montrer admiratif de son savoir. Et vous échangez des verres, tu lui payes un verre, il te paye un verre, tu vois, ça se passe bien. Et au bout d'un moment, il commence à t'expliquer ah, jeune homme, vous avez l'air intelligent et sensé et plein de ressources, mais il y a quand même des limites à ce qu'un homme d'église sait, voyez-vous.
Il y a notamment une lumière jaune la nuit, une jaune foncée, comme de l'ocre. Ça semble ni divin, ni artificiel. Je peux pas l'expliquer. Ça flotte comme ça au-dessus des bois. Alors, je me suis bien dit aurore boréale. Vous connaissez ce terme-là? Bon, ça, c'est les scientifiques. Les scientifiques, je m'en méfie. Hein. Des fois, ils essaient de vous expliquer des choses pas très chrétiens. Mais voilà, ça, je ne saurais expliquer. Moi, je le vois plus comme l'influence que Dieu a béni ce village, voyez-vous, et c'est pour ça, mes voix, je les mène avec confiance dans leur vie quotidienne. Et vous dites que cette lumière, elle est où exactement? Au-dessus des bois, elle flotte comme ça. Peut-être aurez-vous l'occasion de la voir si vous restez un petit peu, je ne sais pas, mais je serais ravi d'en converser avec vous, mais voyez-vous là, il se fait tard, mon cher ami, je vais devoir me rentrer. J'ai ma fille qui m'attend quand même, il faut que je m'en occupe, donc peut-être aurai-je le plaisir de vous voir demain, monsieur. Probablement. Eh bien, le bonsoir. Il se lève et il incline son chapeau. Toi, Lucas, tu es avec Derrick. Et il est un peu éméché. Je sais pas si tu continues à discuter toujours ou si tu parles d'autre chose ou si tu évoques un peu plus précisément des sujets qui t'interrogent. Je vais revenir surtout sur les chants qu'il entend un petit peu la nuit, ou savoir si c'est toutes les nuits, s'il y a une certaine récurrence, ou... Alors, il a l'air très nerveux quand tu lui poses ce genre de questions et tu lui mets beaucoup de temps à le travailler au corps en fait là-dessus. Il essaie d'éluder et tout ça et puis il a l'air soucieux, il fronce les sourcils et puis au moment où tu lui proposes un dernier whisky, il se fait tard et puis il voit qu'en plus tu reposes cette question, il refuse, il se lève et il se tourne puis il dit je vous remercie bien mon ami, c'était très très agréable et puis il se penche vers toi et les écuries. Ils se rendent aux anciennes écuries à minuit. Il finit son whisky et il quitte le pub. Et ainsi se termine Watcher in the Sky, épisode 4.